l'eau dans la ville. On va passer à la thématique ouvrage et ressources en eau. Alain Chapiteau, hydroassistance, qui s'installe et qui va nous parler des outils de diagnostic des ouvrages pour améliorer, ou en tout cas contrôler l'impact qualitatif sur les ressources en eau. Juste vous préciser qu'on va enchaîner 3 présentations, donc vous pouvez garder vos questions. Ensuite, il y aura un échange et il y aura 2 nouvelles présentations. Monsieur Chapiteau, je vous fais confiance pour le timing que vous avez là-bas à l'écran. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc Alain Chapiteau, hydroassistance ingénierie. Je vais rapidement vous présenter le fruit de nos réflexions sur plus de 20 ans de diagnostic d'ouvrage et notamment de diagnostic de forage d'eau que nous avons réalisé principalement dans le cadre des obligations administratives et des problèmes techniques rencontrés au droit des forages d'exploitation d'eau principalement. Alors l'objectif de ces diagnostics est principalement tourné autour de la surveillance des ressources souterraines, des ressources en eau souterraines, contre les risques de pollution qui surviennent la plupart du temps dans ces ouvrages à cause des intrusions d'eau parasites qui sont issus soit des problèmes de tête de puits qui sont généralement non conformes et qui permettent l'introduction d'eau parasites, ou bien par des défauts structurels de l'ouvrage qui donnent l'occasion de pénétration d'eau dite parasite au droit des zones censées être tubées des forages. Donc l'objectif reste toujours la protection des ressources souterraines, avec notamment des aspects administratifs, l'aspect réglementaire, en référence à la loi sur l'eau et notamment à l'article 11 du 11 septembre 2003, qui impose que les puits, les forages destinés au prélèvement d'eau souterrain et notamment à la surveillance, ou bien concernant les ouvrages qui s'adressent à des ressources destinées à la production d'eau potable pour l'alimentation en eau potable, tous ces ouvrages ont l'obligation ou ont la forte recommandation d'être diagnostiqués régulièrement. Ça concerne également les forages qui s'adressent, dont la structure traverse plusieurs zones aquifères potentiellement productives et au niveau desquelles il est possible que des introductions d'eau se fassent et que donc des mélanges de nappes surviennent. Donc cette obligation ou ces recommandations administratives proposent ou imposent que des diagnostics soient réalisés de manière décennale. Et dans ce cadre-là, les obligations sont surtout portées sur la vérification de l'état structurel des tubages et notamment sur les aspects de corrosion lorsque les forages sont constitués d'éléments structurels métalliques, évidemment, et également concernant les risques de défaut de d'étanchéité qui peuvent survenir au droit des zones de raccordement des tubages. Voilà. Donc, les dégradations mécaniques les plus souvent observées surviennent bien entendu au droit des éléments métalliques. On va quand même rappeler que la protection de la ressource, puisque c'est de ça dont il est question, concerne tous les ouvrages qui sont donc équipés et non pas en trou nu principalement pour les ouvrages conçus de dernière génération, en référence avec les nouvelles obligations administratives. Et donc, il faut retenir et avoir à l'esprit que la protection de la ressource est principalement assurée par un forage dont l'état des tubages est conforme, n'est pas vieillissant, est étanche et notamment avec une cimentation annulaire située entre la zone forêt, entre les terrains forêts et les parois externes des tubages. Donc il faut qu'il y ait une bonne cimentation, il faut que les tubages soient dans un bon état structurel, car c'est normalement
à la suite de perforations, de vieillissement ou bien de phénomènes d'encroûtement trop marqués que surviennent les premières dégradations mécaniques et les perforations, et donc donnent l'occasion à des apports d'eau de surface ou des introductions d'eau dites parasites qui viennent eh bien, modifier, voire polluer les zones aquifères captées, notamment s'il s'agit d'intrusion d'eau de surface, donc plus vulnérables et potentiellement polluées. Alors, ces recommandations administratives sont pour l'instant relativement peu précises pour nous qui sommes des spécialistes de la mesure. Il est simplement demandé d'effectuer des vérifications visuelles dans un premier temps pour constater qu'il n'existe pas de défaut apparent et significatif visuellement, de contrôler l'état de la cimentation annulaire à l'extrado des tubes de la chambre de pompage, donc savoir si effectivement il y a une cimentation ou pas, et si cette cimentation, s'il existe, est en forme et avec une belle continuité et sans micro-espace annulaire qui pourrait se situer soit entre la formation et la gangue de ciment, ou soit entre la gangue de ciment et la paroi externe des tubages. Et puis, en dernier lieu, il y a également souvent, alors c'est de plus en plus demandé effectivement, toujours une mesure acoustique qui concerne le contrôle ou la mesure de la corrosion des tubages, avec notamment une mesure, une appréciation de l'épaisseur résiduelle des tubages. Alors, je vais essayer de faire vite, je vois que le chronomètre avance. Donc, notre objectif pour nous, c'est de tenter d'optimiser et de réaliser des diagnostics qui permettent de comprendre quel est le fonctionnement de l'ouvrage. Et nous avons pu constater qu'il est absolument nécessaire d'avoir et de respecter 2 points pour optimiser cette compréhension. Dans un premier temps, la possibilité de corréler l'ensemble des mesures qui sont réalisées et donc de les réaliser dans un protocole de suite d'intervention ou de suite de réalisation des mesures qui soient conformes à une corrélation, à une appréciation de l'ensemble des mesures réalisées, qu'elles soient visuelles, qu'il s'agisse de la diagraphie gamma-ray, par exemple, que nous préconisons de réaliser non pas dans un cadre de détermination de la lithologie des terrains traversés par l'ouvrage avec une peut-être appréciation des zones les plus argileuses, car la diagraphie gamma-ray, dans ce contrôle du vieillissement de l'ouvrage et de son état structurel, permet également de constater s'il y a des micro-perforations au droit desquelles souvent on observe des accumulations de colloïdes qui restent très très marquées avec la mesure gamma-ray. Donc le contrôle de cimentation dont je viens de parler, les diagraphies de production qui vont suivre, et puis principalement l'optimisation des conditions de mesure. Alors c'est vrai que notamment pour les diagraphies de production naturelle, il est pour nous très important qu'elles soient réalisées dans de bonnes conditions, et notamment les diagraphies de production réalisées donc sans pompage, donc dites naturelles pour nous, qui sont pour nous une réalisation de mesures qui nous a permis quasiment systématiquement, lorsqu'un ouvrage présentait des désordres mécaniques avec la reconnaissance de zones fuyardes et la pénétration d'eau, d'être vraiment révélatrice de défauts structurels de l'ouvrage. Alors, ces conditions de mesure nécessitent impérativement que l'ouvrage soit arrêté avant l'intervention sur une période significative. On demande, on espère au moins que 10 à 12 heures avant l'intervention soit observé avec un temps d'arrêt qui permette à l'ouvrage de retrouver sa position piézométrique initiale, mais également que la colonne d'eau contenue dans l'ouvrage puisse avoir ce temps d'équilibre en température avec le gradient géothermique dont on parlait précédemment de 1 degré pour 30 mètres, que cette colonne d'eau statique puisse se remettre en température avec les terrains encaissants et qu'on puisse apprécier les anomalies de température, de conductivité, voire de flux de cette colonne d'eau statique lorsqu'on va réaliser les diagraphies sans pompage, donc les diagraphies naturelles. Alors, c'est ce que je viens de présenter rapidement, cette série de diagraphies naturelles qui... Alors, ces diagraphies de production sont principalement réalisées
dans le but d'une détermination de la distribution des arrivées d'eau au droit de la partie captante. L'objectif de les réaliser sans pompage est pour nous essentiel parce qu'elle va vraiment nous aider à appréhender s'il existe notamment des circulations internables au droit de la partie captante, mais surtout dans cet objectif de protection de la ressource, de l'existence d'anomalies fortes qu'on pourrait reconnaître au droit de la zone captante. Alors, je vois qu'on me fait signe qu'il faut que je termine. Donc, les investigations, les diagraphies de production sont souvent orientées autour de la température, conductivité et micromoulinet, mais on peut également y adjoindre des paramètres de pH, d'oxygène dissous et de potentiel d'oxydoréduction. Dans les cas où il y a de très très faible circulation d'eau, il est possible également de faire de la mesure d'impulsion thermique avec cette sonde qui permet de mesurer des très très faibles débits avec des circulations faibles ascendantes ou descendantes qui vont de 0,1 à 3 mètres par minute. Voilà. Globalement, je vais vous présenter 3 cas rapidement où on a vu. Alors je vais me faire gronder, je sais que je vais me faire gronder. Monsieur Chapiteau, vous allez conclure. Alors je conclus. Juste, je précise que Hydroassistance a un stand que vous allez pouvoir aller voir tout à l'heure. Donc, si alors, vous avez des questions, juste dans ce cas-là, voilà. Juste. Ah, il me stresse, monsieur. Attendez. Hop. Voilà. Des zones d'anomalie qui ont été observées ici avec des fortes anomalies de. Bon, ça marche pas. Hop. Tant pis. Bon, ben, je vous présenterai ça sur le stand tout à l'heure, peut-être, si ça vous intéresse. Voilà. Des zones de pénétration d'eau avec des anomalies de température, ici, visibles aussi sur la mesure de flux qui montre qu'il y a une circulation descendante à partir d'une zone perforée qui avait été identifiée visuellement ici. Dans un autre cas aussi, voilà, vous voyez très bien ici qu'on a des gradients de température qui ne sont pas respectés avec des anomalies fortes qui montrent que dans cette zone où il n'avait pas été observé visuellement de perforation, même si l'état de dégradation était fort, des anomalies de température et de conductivité qui montraient une entrée d'eau parasite plus froide et singulièrement moins minéralisée au droit des parties pleines de la chambre de pompage et qui correspondait à une circulation descendante également. Un dernier cas ici que je vous présenterai peut-être ultérieurement. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, maintenant, j'appelle Mathieu Coulement de Lannion-Trégor Communauté et François Herbretot de Log Hydro pour un exemple de suivi de ressources en Bretagne. Tiens. Alors, messieurs, vous êtes deux, mais ça ne veut pas dire que vous avez 10 minutes chacun. C'est 10 minutes pour les deux. On est d'accord ? Bon, merci. Bonjour, donc je suis Coulement de Mathieu, je suis ingénieur à la direction de l'eau et de l'assainissement de Lannion-Trégor Communauté. Et avec François Herbretot à mes côtés, responsable du bureau d'études Log Hydro, on va vous présenter donc un retour d'expérience d'une collectivité locale portant sur le suivi du complexe ouvrage ressources d'un site de prélèvement d'eau souterraine dans le socle breton. C'est donc l'exemple du site de prélèvement d'eau de Traugwern. Alors, le site de Traugwern, situé donc sur les côtes septentrionales de la Bretagne, est exploité à partir de 3 forages d'une profondeur de 70 à 100 mètres. Il permet de produire annuellement environ 600 000 m3 par an pour une autorisation de 800 000 m3. Et il est protégé par des périmètres instaurés en 1997 d'une surface d'environ 200 hectares, dont la moitié est en zone sensible avec des contraintes fortes, une mise obligatoire des parcelles en herbe ou un boissement. D'un point de vue géologique, le site est situé sur un socle constitué de granodiorite très fracturé et il comporte 2 failles majeures
qui encadre un bassin d'effondrement, ici symbolisé en orange, un bassin qui a piégé en fait des sables tertiaires, des sables marins de l'ère tertiaire, et qui en fait une petite particularité locale d'un point de vue géologique. La maîtrise d'ouvrage de ce site est portée donc par l'Agnon-Trégor Communauté, et le site était au préalable auparavant propriété du syndicat d'eau du Trégor, une petite collectivité locale qui alimentait 8 communes et environ 10 000 abonnés. Donc on va distinguer deux types de suivi, avec des suivis en continu. Ça marche, ouais. Des suivis en continu, et des suivis plus ponctuels. Alors, en termes de suivi, des suivis sur les ouvrages, et ensuite on va voir le suivi sur la ressource. Alors pour les suivis sur les ouvrages de production, les 3 éléments de base qui peuvent paraître anodins pour l'Assemblée, mais ici c'est important de le rappeler en fait quand on est sur le terrain avec les exploitants. Avec un premier, les données, donc le BABA, c'est donc l'enregistrement, la mesure et l'enregistrement des niveaux piézométriques et des débits. Ensuite, donc on est sur des données continues. Ensuite, des données ponctuelles avec la réalisation périodique d'essais par palier. Donc sur le site de Traugwern, il y a eu déjà 4 séries d'essais par palier. Donc pour simplifier les interventions et faire en sorte que ce soit facilement reproductible, en fait, les essais ils sont faits avec les pompes en place et on utilise en fait la variation de fréquence des installations pour faire varier les débits. Et puis ça nous permet, à partir des données brutes, donc de faire les courbes caractéristiques et donc de voir leur évolution dans le temps. Le troisième élément essentiel pour le diagnostic des ouvrages, c'est l'inspection caméra. Donc là, ici, sur le site, depuis 2004, donc quasiment 20 ans, il y a eu 4 inspections caméra. Ça fait une moyenne de 5 inspections, une moyenne d'une inspection caméra tous les 5 ans. Et donc là, vous avez donc l'intervention pour 3 forages, elle est relativement rapide, dans le sens où en 2 jours, en fait, les pompes sont déposées, les inspections caméra sont faites et l'ensemble est réinstallé. Et après, avec donc la confrontation de la piézométrie, des essais par palier et puis des inspections caméra, on peut vraiment statuer sur le degré de colmatage des ouvrages. Et ça a déclenché notamment en 2014 donc des travaux de nettoyage. Là, vous avez une illustration avec des inspections caméra avant et après régénération, où on voit là où on a eu un très bon résultat visuellement, avec les travaux consistés en fait en un brossage, airlift, onde de choc et un hydrocurage. Alors, il est très tôt apparu la nécessité de mettre en place un suivi de la ressource, parallèlement au suivi des ouvrages, compte tenu du caractère indispensable de cette ressource localement pour la production d'eau potable. Donc, la mise en place de ce réseau de suivi s'est appuyée dans un premier temps sur les sondages de reconnaissance réalisés initialement, qui ont été réhabilités en piézomètre, et ensuite complétés par de nouveaux piézomètres réalisés en 2003 dans un premier temps, puis en 2015 afin d'affiner les connaissances sur le fonctionnement du site. Le réseau de mesure, lui, est suivi de façon différente. Un suivi de la piézométrie sur les 16 ouvrages, 15 piézomètres et un puits, dont un est équipé d'une sonde piézométrique avec un suivi en continu. Donc ça, c'est un des agents en fait, de la collectivité qui fait le suivi manuel à l'aide d'une sonde. Parallèlement, on a un suivi de la qualité de l'eau sur différents paramètres géochimiques, pH, conductivité, les sels minéraux, chlorure, nitrate, sulfate, les métaux, fer et manganèse, ainsi que les pesticides. Et ça, c'est réalisé 2 fois par an, une campagne en période de hautes eaux et une seconde en période de basses eaux en fin d'été. Ces suivis sont réalisés en interne par la collectivité avec des moyens propres des équipes d'exploitation. Au niveau matériel, des choses très simples, mais pour un exploitant d'installation d'eau potable, ça nécessite une petite organisation à mettre en œuvre. Donc une sonde manuelle, une pompe de prélèvement de diamètre 2 pouces et des moyens de transport qu'il faut adapter aux conditions d'accès au terrain avec un petit véhicule de type chariot télescopique pour transporter tout ce matériel.
Le temps de travail a été évalué à environ 18 jours, équivalent temps plein, sur l'année. Donc le troisième étage, en fait, hein, c'est, on vient de le voir, le suivi des ouvrages, le suivi de la ressource. Et le troisième étage, en fait, de la fusée, c'est vraiment l'établissement régulier de bilan d'exploitation. Donc ça a été fait en 2003, 2012 et 2018. Donc ça, c'est des prestations que l'on réalise pour le compte de la collectivité. Donc on vient récupérer l'ensemble des données qui sont recueillies et puis on établit des bilans. Donc on va vous présenter les différents éléments du bilan, les points les plus importants. Donc la première chose, c'est la confrontation en fait, des éléments de piézométrie et des débits de prélèvement. Donc là, vous avez une chronique quasiment depuis 2006, de 2006 à 2017. Et donc ça permet déjà de vérifier que les débits qui sont préconisés ont bien été respectés, que la piézométrie, notamment les niveaux maximum admissibles, sont bien conformes. Et puis là, vous avez un exemple à la fin du graphique où à partir de 2015, on avait proposé de réagencer, enfin de réorganiser un peu les prélèvements pour avoir une meilleure répartition. Et on voit que notamment entre les forages F1 et F2, on a un meilleur équilibre en termes de niveau dynamique. On a beaucoup moins de déséquilibre. Et puis le forage F3 a été, auparavant, il était exploité de manière moins, en fait, voilà, il a été modifié. Pardon. Ça permet également de tracer des cartes piézométriques. Et donc là, notamment à partir de ces cartes piézométriques, on a pu mettre en évidence un dôme piézométrique à l'aval et donc de confronter en fait ce cône piézométrique par rapport au périmètre de protection, où en fait tout le périmètre rapproché en fait est bien calé par rapport au cône d'appel du site. Un autre élément important à partir des données de qualité d'eau. Donc ici, ça permet de bien visualiser en fait à partir des teneurs en sulfate le phénomène de dénitrification. Alors ça avait été mis en évidence sur le site de Plomer sur les forages d'exploitation. Et là, l'illustration qui est assez marquante, c'est qu'on a en fait une spatialisation de ce phénomène de dénitrification autotrophe par une augmentation en fait des sulfates vraiment au droit des cônes, au droit des forages exploités. Un autre élément du bilan, c'est le suivi de la qualité de l'eau, notamment par rapport aux nitrates. Le suivi a permis de confirmer que dans le bassin d'effondrement au droit des forages, la qualité de l'eau en fait, reste excellente avec des teneurs quasiment nulles. Au contraire des versants du bassin d'effondrement où là, la qualité de l'eau est nettement plus dégradée avec des concentrations en nitrate comprises entre 50 et 100 mg, même si on observe une tendance à la baisse générale depuis une vingtaine d'années de ces concentrations. Parallèlement, sur les pesticides et les métabolites, on a également une série de données qui est un peu plus courte, puisque c'est depuis 2015 simplement qu'on fait des analyses par chromatographie. Mais vous pouvez observer qu'on constate en fait une vingtaine de pesticides analysés dans les eaux des forages, avec des concentrations parfois assez élevées au niveau de certains piézomètres. Mais de la même façon, on observe une qualité d'eau préservée en fait, au droit des forages, avec des teneurs inférieures à 0,2 microgrammes par litre, et une ressource qui est beaucoup plus vulnérable sur les versants. Le dernier élément du bilan qui peut être commenté, c'est l'analyse du biseau salé en fait, au niveau de ce site, qui est distant d'environ 2 km des côtes du littoral. Le site a été classé comme vulnérable par rapport aux intrusions salines par le BRGM, mais on observe avec la série de données qui a été accumulée qu'a priori, il n'y a pas d'évolution des teneurs en chlorure, que les conductivités élevées qu'on le rencontre, elles sont essentiellement liées à la production de sulfate liée au phénomène de dénitrification. Et compte tenu de la piézométrie qui est très au-dessus du 0 NGF, on conclut qu'il n'y a pas de risque particulier d'intrusion saline dans la configuration actuelle du site de Traugwern. Donc pour conclure, on peut vraiment parler de démarche exemplaire en fait, d'une part par la complémentarité en fait des données qui sont recueillies, la forte participation du maître d'ouvrage qui a vraiment un rôle sur le terrain très important avec un appui technique extérieur et puis surtout un suivi qui s'inscrit dans le temps. En termes de perspective, pour terminer, sur le site lui-même, il s'agirait essentiellement d'équiper en fait, les piézomètres de sondes automatiques pour un suivi en continu des niveaux.
et éventuellement de réaliser 1 ou 2 piézomètres supplémentaires pour affiner la connaissance du site. Enfin, le plus important, ça sera probablement de pouvoir transposer ce type de suivi sur d'autres sites de production de la collectivité. Nous vous remercions. Merci, messieurs. Merci, messieurs. On revient en Gironde avec Olivier Douez du BRGM pour la nappe de l'Oligocène et la ligne des 100 000 m3 jour. Ouais. Allez, c'est parti. C'est bon, 10 minutes. Donc, bonjour à tous, Olivier Douez, hydrogéologue donc au BRGM Nouvelle-Aquitaine, basé à Bordeaux. Je vais vous présenter en fait un travail qui a été réalisé. Alors, je suis un peu un imposteur aujourd'hui parce que j'ai pas du tout travaillé sur ce sujet-là. Je remplace Marc Saltel et mes collègues, et Marc Saltel notamment qui devait présenter ce sujet-là aujourd'hui et qui malheureusement n'a pas pu venir. Et donc, je vais vous présenter ce projet qui a été réalisé pour Bordeaux Métropole, qui consistait à travailler sur un projet Agora. On aime bien les acronymes chez nous. C'est l'approche de gestion optimisée des réservoirs aquifères avec l'optimisation de la ligne des 100 000 m3 par jour. Alors, il faut déjà que j'ai... Hop, on va essayer de faire marcher ça, voilà. Donc, qu'est-ce que la ligne des 100 000 m3 par jour? Donc, c'est un champ captant qui est situé... alors, j'essaye de trouver le pointeur. Le pointeur est là. La ligne des 100 000 m3 par jour, en fait, c'est une conduite d'eau structurante qui est ici. On la retrouve également ici. Et on a plusieurs forages, notamment qui captent l'Oligocène en majorité. On a quelques captages aussi dans l'Éocène et qui captent les formations, donc en majorité Oligocène, formées par des calcaires et calcaires gréseux autour d'une conduite d'eau et qui est composée donc, de 18 puits qui ont été exploités depuis 1974. Donc là, on peut voir effectivement l'évolution de l'exploitation. Et on a atteint autour de 2003 un maximum de 10 millions de mètres cubes prélevés sur ce secteur. Ce qui a généré également cette exploitation, ce qu'on peut voir sur cette petite coupe à droite, en bas à droite, c'est qu'on a les affleurements et en fait, finalement, en dessous des affleurements, on a les affleurements et les formations qui s'enfoncent ensuite vers le centre du bassin aquitain et les formations deviennent captives. Et avec toute l'exploitation qui a pu être générée depuis plusieurs dizaines d'années, en fait, on a eu une zone de dénoyage ici. Donc, on a commencé à s'inquiéter un petit peu de ce secteur sur cette zone de dénoyage. Donc, en ce qui concerne vraiment l'étude Agora, en fait, c'est partant d'une revue complète des données de terrain. Le projet Agora, donc réalisé par mes collègues, a consisté à utiliser une méthode d'optimisation basée sur les coefficients dits d'influence intégrés au logiciel Capucine. Toujours encore un acronyme, hein. Capucine, c'est calcul de pompage par utilisation de coefficients d'influence externe. Ce logiciel Capucine est couplé avec le modèle hydrodynamique spatialisé et on a un modèle qui s'appelle le modèle Oligocène, développé sous le logiciel MART. Et ceci, on l'a utilisé, on a couplé ces deux outils pour concevoir une stratégie d'exploitation efficace des eaux souterraines en limitant donc le dénoyage de cet aquifère. Donc cette étude a nécessité une vaste concertation avec les acteurs locaux, donc Bordeaux Métropole, les exploitants et Suez, SMEGREG, pour construire des scénarios réalistes. Donc cette étude s'est déroulée en 3 phases. Une première phase, le diagnostic préalable des 18 puits du champ captant. On a pu réviser les paramètres hydrodynamiques locaux notamment, donc tout ce qui est perméabilité, transmissivité et emmagasinement. Une phase 2 où on a travaillé sur l'optimisation du champ captant dans sa configuration actuelle, en tenant compte notamment des contraintes de gestion des forages existants. Mais également, on s'est amusé à faire de l'optimisation de configurations alternatives sur le champ captant en intégrant des nouveaux ouvrages, tout en maximisant la production et en minimisant, bien sûr, l'impact sur la ressource. Donc, je vais vous présenter ces différentes phases, en fait. Donc, la petite phase de diagnostic a consisté à récupérer les essais de pompage qui ont été réalisés sur les 18 forages. Donc, on a vu que dans les présentations précédentes, pas mal d'acquisitions, et c'est vrai que c'est une qualité d'avoir toutes ces acquisitions, c'est que ça nous permet ensuite, nous, de pouvoir récupérer toutes ces infos, de ne pas en faire de nouvelles, mais de pouvoir retraiter tout ce qui a été fait. Donc, on a retraité plusieurs essais de pompage disponibles pour chaque puits.
On a traité les essais par palier qui ont été interprétés pour évaluer la gamme des coefficients de perte de charge quadratique qui sont nécessaires dans le logiciel d'optimisation. Et on a utilisé également les essais longue durée et on a utilisé la méthode des dérivés en fait que vous a présenté un petit peu Bruno Mougin hier, qui consiste en fait à travailler sur la dérivée logarithmique des emmagasinements spécifiques. Donc c'est une méthode héritée de l'industrie pétrolière. Donc une fois qu'on a cette dérivée en fait de rabattement, on va pouvoir identifier des régimes d'écoulement, différents régimes d'écoulement qu'on peut avoir dans le puits et autour du puits. Et une fois qu'on aura identifié ces régimes, on va pouvoir les modéliser à travers différents modèles analytiques. Donc c'est ce qu'on a fait ici avec des modèles analytiques différents, des modèles analytiques aquifères multicouches avec effet de drainance, des modèles à fracture verticale, enfin bref, plusieurs modèles qui nous ont permis de trouver finalement les paramètres de transmissivité, de perméabilité, les emmagasinements. Donc suite à cette phase de diagnostic qui nous a permis de comprendre un peu mieux comment était le parc de forage de Bordeaux Métropole et de récupérer ces données, on a effectivement interpolé les données de transmissivité et les données de perméabilité. On a fait des cartes de ces perméabilités et de transmissivité qu'on a réinjectées en fait dans un outil déjà existant qui est le modèle Oligocène qui a été élaboré en 2010 par mes collègues, qui a la maille de 100 mètres, qui a 6 couches sur l'ensemble de la surface et notamment donc, les formations Oligocènes. Et c'était pour évaluer à l'époque l'extension de la zone des noyers, son évolution au cours du temps, parce qu'il est calé sur la période 1972 à 2014. Bon, à l'époque, en 2010, il n'était pas calé jusqu'en 2014, bien évidemment. Mais on a pu effectivement fournir des éléments techniques permettant aux différents acteurs de l'eau d'arrêter un plan de gestion pour la nappe oligocène à cette époque. Mais par contre, ces premières simulations avaient été faites sans tenir compte des contraintes spécifiques du champ captant actuel, donc notamment les rabattements max, les débits max qu'on peut avoir. Donc je passe maintenant au principe du fonctionnement du logiciel Capucine. Là, on a vu effectivement toute la phase de diagnostic qui nous permet d'avoir pas mal d'infos. Le modèle oligocène qui va être utilisé, couplé au modèle Capucine. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que Capucine donc, est un logiciel d'optimisation linéaire, donc qui vise à optimiser la répartition des débits d'un champ captant tout en respectant des contraintes définies dans chaque puits. Et les contraintes, ce sont tout d'abord les débits d'exploitation, qui est également la fonction qu'on va essayer d'optimiser, c'est-à-dire optimiser le débit d'exploitation, mais tout en veillant à avoir des contraintes sur les charges hydrauliques, notamment sur la problématique de dénoyage, en s'assurant qu'on ne dénoie pas plus l'aquifère, ou du moins en s'assurant qu'on a une marge de plus 1 mètre par rapport au toit de l'aquifère. Mais on va également s'intéresser à l'épaisseur mouillée sur les zones libres, à ne pas effectivement baisser non plus de façon trop importante les zones libres de ces aquifères. Donc on va utiliser la méthode des coefficients d'influence. Donc comment on va faire? On va tout d'abord faire tourner dans le modèle, on va faire tourner le modèle avec tout le champ captant et la connaissance qu'on peut avoir sur les volumes. Ça va nous donner notamment les charges hydrauliques, mais également l'influence de chaque puits sur tous les autres, les autres points de la nappe qu'on peut suivre, notamment des piézomètres. Une fois qu'on va avoir ces influences et ces coefficients d'influence, on va pouvoir construire des scénarios, donc c'est ce qu'on a construit avec les acteurs locaux, notamment pour définir les contraintes un peu spécifiques entre charges hydrauliques, les contraintes sur les débits. Tout ça, on fait rentrer tout ça dans Capucine, ça tourne, on a une réponse en fait ensuite des calculs des débits optimisés, et on va reprendre toutes ces informations pour les refaire tourner dans le modèle hydrodynamique et voir ce que ça nous donne, notamment en termes de dénoyage de l'aquifère. Donc on a réalisé plusieurs scénarios. Alors je vous montre que le scénario B qui est un peu plus fun que le A. Le A, c'était juste on respectait les contraintes réglementaires et on respectait donc les DUP, les autorisations et également effectivement les charges et les charges hydrauliques. Le scénario B, là, on va faire fi de tout ça et on va maximiser les débits en s'affranchissant des contraintes réglementaires. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas finalement prélever plus, mais sans impacter plus la nappe en termes de charges. Et également les éléments techniques, c'est-à-dire qu'actuellement, on peut avoir des pompes qui sont limitées en termes de capacité et de débit de pompage. Donc là, on s'est dit, on va regarder si on ne peut pas pomper plus, si on changeait de pompe dans ces secteurs.
Donc, ce qu'on a pu voir une fois qu'on a fait tourner tout ça, c'est que les ajustements sur les contraintes de charge hydraulique et de débit permettraient d'augmenter les volumes globaux produits par les 18 forages d'environ 17%, 18%. Donc, mon collègue a mis des virgules, mais on va dire 18%. Ce qui permet d'avoir ici, en fait, une petite carte des forages où on pourrait effectivement augmenter les débits, mais sans impacter plus les niveaux de nappe. Des ouvrages où il serait plutôt nécessaire finalement, parce qu'il y a c'est des prélèvements qui sont déjà peu importants, mais qui génèrent quand même des pertes de charge importantes. Je suis déjà à 9 minutes, d'accord. Voilà, donc ça c'était le scénario B. On avait un scénario alpha où on se permettait par contre ici de créer des nouveaux ouvrages le long de la conduite, des tout nouveaux ouvrages oligocènes. Donc, ce qui nous permettait effectivement également de capter plus de prélever plus d'eau, vous pouvez lire, hein, c'est fait pour ça. On avait un scénario bêta qui permettait de rajouter aussi une canalisation vers le sud, de rajouter d'autres forages et d'avoir en fait des augmentations de production également intéressantes sur cet ouvrage, sur ces ouvrages. Donc, je vais conclure. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été permis, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un retour d'expérience. Enfin, on n'a pas fait un retour d'expérience, c'est Bordeaux Métropole, et on a des infos depuis la semaine dernière, en fait, sur ce qui a été fait à la suite de cette étude. Donc, ils ont pu effectuer des tests et pu prélever sur différents ouvrages. Ils ont pu prélever de façon d'augmenter les débits. Pour le moment, ils ont pu ajouter à peu près 700 000 mètres cubes par an en partant de l'optimisation et donc sans impact supplémentaire sur le dénoyage de la nappe. Pour d'autres ouvrages, on a des contraintes techniques qui n'ont pas permis de réaliser des tests. C'est-à-dire qu'il a une nécessité de descendre la pompe, des capacités maximales de lavage de reprise, voilà. Et enfin, pour quelques forages, les tests ne se sont pas révélés fructueux. Donc, ces nouveaux éléments et les données issues de ces tests pourront permettre d'améliorer les outils développés en les réactualisant, et ce afin de produire des résultats encore plus robustes. Donc, on va en faire une boucle en fait avec les nouveaux éléments, et on va pouvoir refaire tourner par la suite ces outils d'optimisation pour encore mieux travailler sur l'optimisation de ce grand champ captant. Voilà, je vais terminer ici. Merci, Monsieur Douez. Reste la référence. Alors, ce que je vous propose, on va passer aux questions. Il y a un micro qui va se balader. Alain Chapiteau, François Herbretot et Monsieur Coleman. Vous avez un micro là. Alors, merci de vous présenter quand vous posez des questions. Bonjour, Benoît Lozier. J'ai une question pour Alain Chapiteau. Tout à l'heure, tu parlais d'utiliser le gamma-ray pour identifier des micro-perforations dans les tubages. Est-ce que le contrôle de corrosion permet pas de faire ça ? Et quelle est la résolution qu'on peut attendre justement sur le contrôle de corrosion ? Alors, ce sont des démarches bien différentes. Effectivement, la mesure gamma-ray qui est traditionnellement utilisée pour faire un log des zones les plus potentiellement radioactives, donc la reconnaissance des zones argileuses, est utilisée dans ce cas-là au droit des tubes pleins, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'au droit des zones de perforation fuyardes, donc productives, il y avait une accumulation de particules fines et de colloïdes qui étaient très souvent, très fortement marquées par la diagraphie gamma-ray. Donc on l'a fait parfois sans que la demande nous soit faite précisément, pour associer cette éventuelle information qui peut être ressortie sous la forme d'un T-RAC très très fort sur le profil gamma-ray, au droit d'une zone où on observe une anomalie de température et ou de conductivité, et puis parfois aussi avec la mesure de flux. Voilà. Donc toutes ces diagraphies, y compris l'analyse de la corrosion qu'on fait avec la sonde de BHTV, sont un ensemble d'informations qui peuvent permettre d'affirmer ensuite qu'il y a ou non une dégradation avec une perforation fuyarde, avec des anomalies de gamma-ray, de conductivité et de température, voire de flux, si la vitesse est suffisamment marquée pour qu'elle puisse être reconnue et au-dessus du seuil du micromolinet. Voilà. Donc ton autre question était, excuse-moi, je n'ai pas...
C'était sur la résolution de la mesure de corrosion. La résolution de mesures de corrosion. Alors, c'est une mesure effectivement qui permet d'appréhender. Alors, il y a une certaine difficulté de mise en œuvre parce qu'elle doit être mise en œuvre souvent au droit de parois où il n'y a pas trop d'incrustation dessus parce qu'on a une diffraction du signal. Du coup, on perd un peu d'informations. L'idéal aurait été qu'on ait un tube perforé et avec une épaisseur de matière amoindrie, mais sans qu'il y ait trop de dépôts pour qu'on puisse avoir une très bonne résolution. Donc, suivant les cas, suivant les états de corrosion, on a des réponses qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins fortement marquées. Parfois, on a la certitude que le tube est perforé parce qu'on a justement cette corrélation de l'ensemble des mesures qui sont faites, sans pour autant que la mesure BHTV fasse ressortir un amoindrissement de l'épaisseur de matière, parce que justement, trop de corrosion, trop de dépôts, trop d'incrustation. Voilà, donc, merci. les cas sont Question suivante, s'il vous plaît. Bonjour, Bouchra El Wafi. Pour la deuxième présentation, vous avez fait un suivi tous les 5 ans. La réglementation préconise 10. Est-ce que le retour d'expérience permet de dire qu'on aurait pu garder les 10 ans, ou vous maintenez les 5 ans en disant que c'est indispensable quand on y des coûts? Voilà, merci. Alors, la fréquence de 5 ans, en fait, elle a été proposée à l'issue du premier bilan d'exploitation qui a été établi en 2012. Et au fur et à mesure des bilans, en fait, cette fréquence a été ajustée, aussi bien pour les essais par palier que pour les inspections caméra. Autre question? Là-bas. Reposer donc toujours sur la question vous êtes qui, s'il vous plaît? des Vous pouvez vous diagnostics de présenter? forage. Monsieur, vous pouvez vous présenter, Deux s'il vous plaît? choses. Moi, ça fait 20 ans que je fais maintenant des forages en inox, et j'ai un très bon retour sur mes forages en inox, avec un très bon maintien dans le temps de ces forages. Est-ce que vous avez, vous aussi, ce type de retour? Et ma deuxième question aussi sur les perforations. Moi, j'ai observé que j'avais des perforations sur les forages, souvent quand j'avais des mises sous contrainte du forage, en particulier quand le forage bouge dans le temps. Donc, est-ce que aussi vous regardez bien la verticalité des ouvrages pour vérifier qu'il n'est pas mis sous contrainte? Alors, les réponses sont longues et je vais essayer d'être court, mais c'est vrai que les forages qui sont de plus en plus réalisés en acier inoxydable 304, 316L ou autres sont des ouvrages au niveau desquels on n'observe quasiment plus de phénomène de corrosion et encore moins de perforation. Donc, on voit des traces de corrosion qui sont souvent induites par les traitements qui sont mis en place avec parfois des traitements au chlore faits de manière un peu intensive et qui laissent des traces. Quant à des perforations liées à une usure par le vieillissement, sont plutôt rares, même avec des. Alors, on a observé des phénomènes de corrosion diélectrique avec des perforations au droit des tubes en inox parce qu'on avait un environnement qui s'y prêtait. Parfois, des éléments soudés en 316L sur du 304L engendraient à terme une dégradation prématurée des éléments en 304L. Voilà. Mais globalement, les tubes qui sont équipés, les forages qui sont équipés de tubes en acier inoxydable présentent quasiment plus de traces de perforation, de dégradation liées au vieillissement. On a des intrusions d'eau parce qu'il y a des défauts d'étanchéité au droit des zones de raccordement par soudure, mais rarement, j'ai peur qu'il me gronde à chaque fois que je parle. Et donc rarement, voilà. Et l'autre question, pardonnez-moi, je suis un peu bavard, et l'autre question, excusez-moi, était concernant les déformations, oui, et les éventuels mouvements des tubages. Alors, c'est plutôt rare, nous effectuons effectivement des mesures de verticalité, de déviation, mais constater un mouvement même de l'ouvrage, donc il existe des forages inclinés, penchés, qui sont faits la plupart du temps volontairement, même si un forage parfaitement vertical, c'est quasiment rare, enfin en forage d'eau en tout cas, mais l'inclinaison de l'ouvrage est assez rarement, voire quasiment, enfin c'est un cas inexistant de voir que l'inclinaison du forage était
la source de problématiques dans l'exploitation. Si on le sait, on centre les matériaux, on centre la pompe, on met les centreurs au droit de la colonne d'exor, mais c'est rarement un sujet problématique. Vous l'avez compris, si vous voulez passer une demi-heure sur le stand d'hydro à distance, je pense qu'ils ont largement de quoi vous substanter. Je confirme. Donc il y a un stand, effectivement, vous pourrez le voir tout à l'heure. On va enchaîner avec deux présentations. Donc je vais appeler monsieur. Oui, vous pouvez applaudir.